Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Et vous savoir pas moins nombreux qui vous associez à notre émission Un livre, 1000 idées. Aujourd'hui, nous poursuivons avec les livres que nous avons amorcés, qu'on a analysés depuis longtemps. La gestion d'un enfant difficile, des outils d'aide pour les parents. C'est un livre rédigé par Madame Judith Touré aux éditions Pauline. Pour en parler, nous recevons pour vous Dr Pierre, il est généraliste. Bonjour. Bonjour. Et nous avons sur ce plateau un psychologue, psychopédagogue, Monsieur Alex Bouyamba. Bonjour. Merci bien, bonjour Monsieur Samy. La fois passée, nous avons développé les 2 premiers chapitres qui parlaient de ce que c'est un enfant difficile. Qui est-ce qu'on peut appeler enfant difficile? Vous avez pu donner des éclairages. On a également développé l'aspect de devoir et droit de l'enfant. Alors aujourd'hui, nous allons évoluer, toujours en train d'analyser ce grand ouvrage pédagogique. Comment identifier un enfant difficile, et puis nous allons proposer quelques facteurs pour que vous puissiez bien éduquer votre enfant. Vous le savez mieux que moi, la gloire des parents, c'est de voir la réussite de leurs enfants dans la vie future. Voilà pourquoi nous vous donnons quelques mécanismes pour que tous vos enfants, aucun d'entre eux ne vous paraisse difficile à élever ou mieux encore à éduquer. La toute première question, nous l'adressions à Monsieur Alex Bouyamba, psychopédagogue que vous êtes. Comment identifier un enfant difficile selon vous? Parce que la fois passée, vous avez contextualisé celui qu'on peut appeler enfant difficile. Et maintenant, comment l'identifier? Merci Monsieur Samuel. Comment identifier un enfant difficile? L'enfant difficile, on l'identifie premièrement par son comportement, par ses attitudes. Les comportements, les attitudes que cet enfant affiche. C'est à partir de là que nous pouvons arriver à l'identifier. Mais parfois, une autre question peut nous éclaircir. Comment les découvrir? Où peut-on les découvrir? Pour les découvrir, nous avons 2 milieux beaucoup plus importants dans lesquels l'enfant passe un grand temps. En l'occurrence, du milieu familial et le milieu scolaire. Alors c'est le 2 milieux dans lesquels l'enfant passe. Le plus de son temps, hein, le milieu éducatif, comme on aime bien les appeler. Comme on aime bien les appeler, oui, le milieu éducatif. Bien. Et par rapport au milieu familial, et d'ailleurs c'est le milieu desquels nous disons, c'est les berceaux. La cellule de base. La cellule de base ou le berceau même de l'éducation. C'est là où il y a le parent, le 2 parents. Maman et papa, censés à découvrir facilement un comportement difficile à l'enfant. Un comportement difficile à l'enfant. Puisqu'ils sont avec chaque jour, à leur niveau. À un moment, l'enfant venait de naître, 2 ans, eux voient comment est-ce que l'enfant est en train de se comporter. 3e année, parce que
c'est la période dans laquelle l'enfant doit bien maîtriser le langage, à partir de 3 ans. Mais constate que quand l'enfant parle, il parle parfois avec volubilité, mais quand le parent essaye de demander à cet enfant, il réagit violemment et le riposte. Déjà vers 3 ans, 4 ans, on s'est dit, mais il y a déjà un refus de l'autorité des parents ici. Des germes. Ah, voilà, à ce moment-là, ça doit tiquer les parents. Ils essaient encore d'intervenir pour ceci, pour cela, et l'enfant s'oppose à cette autorité. C'est déjà l'identification. À partir de son comportement, à partir de ses réactions. Ah là, c'est lui-même. Là, c'est lui-même d'abord, c'est l'enfant lui-même. Naturellement. Mais oui, tel que nous avions parlé la fois passée, c'est que tout enfant est né têtu. Il est né têtu. Mais un autre comportement, l'enfant peut arriver à copier, peut arriver à imiter à partir de ses parents. Ah voilà, imaginez comment le refus d'autorité peut s'installer chez l'enfant. Comme c'est leur aîné, on a donné le mari a donné le nom de papa. L'enfant qui est en train de grandir là, quand la maman tourne sur l'enfant, et parfois c'est papa qui réagit. Pourquoi? Parce que c'est le nom de mon père. Et l'enfant est en train d'observer, il constate ça. Et à un moment, l'enfant se dit, mais voilà, je suis beaucoup plus aimé par papa que maman. Or, papa a un sentiment parce que c'est le nom de son père. Alors, quand maman adresse un petit mot, et l'enfant réagit. Il le riposte. Mais cela est venu d'où? Entre nos deux parents. Que non, bon, maman, non, non. Parce que je suis beaucoup plus aimé par papa, mais voilà ce que maman est en train de faire. Et l'enfant peut copier, on peut le rendre. Il peut avoir maintenant un comportement difficile que les deux doivent arriver à identifier. Et toujours dans le milieu familial, il y a aussi le comportement, par exemple, de la colère, pour certains enfants. Et à un moment, il y a maintenant un deuxième enfant, son puiné. Le puiné est là, mais quand la maman arrive à faire le partage même d'un pain, on regarde l'aîné là, qui recevait parfois un pain pour lui seul, à un moment, ben voilà, ces pains-là doivent être divisés. Et quand il le récupère, il le regarde, parfois il les jette. C'est un comportement aussi. On peut déjà analyser ça à partir de la famille. Et non, pourquoi ça? Avant, je le recevais seul, mais actuellement, un pain, nous devons le diviser avec celui-ci. Le problème commence avec l'autre. Le problème commence avec son puiné. Et quand les parents sont là, doivent cette fois-là dénicher les comportements ultérieurs qu'aura cet enfant face à son puiné. C'est un problème. Donc, le milieu familial peut arriver à identifier plusieurs comportements d'un enfant difficile. Et oui, il y a eu parfois des réactions face au titre « La gestion d'un enfant difficile ». Les autres disent « Ce n'est pas l'enfant qui doit être difficile ». Et par contre, c'est le comportement, tout cela c'est bien. C'est bien. Mais ce qui est difficile vient du comportement que l'enfant est en train d'afficher. Donc du caractère.
Bon, du caractère, à moitié oui et à moitié non. Parce que nous distinguons bien qu'est-ce qui est un caractère et qu'est-ce qui est un comportement. Oui, puisque le comportement peut arriver suite à un stimulus et que nous pouvons cette fois-là arriver à enregistrer des réactions suite au stimulus. Et à modifier. Et à modifier. Eh bien, quand ça se répète et que ça s'installe, là ça se forme maintenant, ça prend une seconde nature, le caractère. Bon, pas seulement une seconde nature, parce qu'une seconde nature, là devient maintenant une habitude. Oui, oui. Là, ça devient une habitude. Mais imaginez tel que nous venons de dire, l'enfant qui est là, il constate que quand il a jeté le pain, on n'a pas réagi. Après un moment, on a jeté le pain, on n'a pas réagi. Et l'enfant, petit à petit, est en train maintenant de prendre le ciment de ce caractère-là. Et il s'est dit, mais voilà, alors, comme on ne réagit pas, alors là, je peux continuer. Et voilà le premier millier qui doit d'abord beaucoup plus identifier un comportement difficile chez l'enfant. Avant de revenir au deuxième milieu que l'école, oui. Nous allons poser la toute première question au docteur. Vous avez expliqué, vous avez identifié l'enfant au plan psychologique, au niveau de son... Donc vous l'avez situé d'abord dans son milieu familial. Et là, nous allons revenir à vous pour que vous puissiez le situer dans son milieu éducatif, son milieu scolaire. Merci. Comment identifier un enfant difficile? C'est une question, on l'a compris, qui est tout à fait complexe et pas facile à trancher. Docteur, vous, en tant que médecin, dans le cadre naturel, il y a cette addiction à la drogue, au tabac, et puis à l'alcool, médicalement parlant. Ce sont des appétits qui rendent de plus en plus l'enfant difficile. C'est parmi les facteurs naturels, le goût de l'alcool, le goût du tabac et tout ça. Est-ce que cela nous pousse à interdire aux enfants de prendre l'alcool? Parce que ça va les rendre de plus en plus difficiles, ingérables. Non, c'est pas d'abord l'alcool, c'est interdit aux enfants de moins de 18 ans. Oui. Comme l'a si bien souligné mon ami Alex, à travers son intervention sur le plan psychologique, l'identification d'un enfant difficile dans le milieu de la famille. Mais cet enfant difficile, non seulement il est dans le milieu de la famille, il est aussi appelé à fréquenter d'autres milieux. C'est en fréquentant d'autres milieux qu'il peut aussi acquérir certaines habitudes à travers ce qu'il écoute, à travers ce qu'il voit, à travers ce qu'il lit. Et c'est ça qui peut le pousser par rapport à la fréquentation aux personnes chez qui il fréquente. Il peut être attiré à une addiction soit à l'alcool, soit à la drogue, soit à la cigarette, et même à certaines preuves. Par exemple, pour l'alcool, le tabac, la drogue, ça émet, ça donne à cet enfant non seulement un comportement, mais certaines attitudes, et des attitudes qui peuvent être aussi visibles physiquement. Un enfant qui prend plus, qui est attaché à l'alcool ou bien à la drogue, non seulement il abîme sa santé, à travers même sa façon de parler, il peut avoir une attitude vraiment négligée par rapport aux habits, par rapport à la façon de parler. Il a tendance à pouvoir s'imposer, il a tendance à pouvoir passer facilement, du moins. Donc il devient arrogant. Il devient arrogant. Automatiquement, il devient très têtu. Donc même sa façon, au niveau des yeux, il peut avoir des yeux qui sont tout rouges. Il peut avoir une voix qui a tendance à être très imposante, que ce soit chez ses parents, chez ses frères, chez ses amis. Voilà un peu d'une façon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut l'interdire? Maintenant, ça, c'est vraiment moins l'aspect que nous allons aborder un
un peu après, mais du moment où ils rentrent à la maison, les parents doivent être vraiment vigilants pour constater cet état physique de l'enfant et directement intervenir et ne pas attendre, comme l'a si bien souligné mon ami Alex, la fréquentation des enfants. Quand les enfants viennent à la maison, moi je me rappelle lorsque... Le type d'amis à fréquenter. Moi je me rappelle lorsqu'on grandissait, lorsque les amis venaient, la première question qu'on leur posait, c'est leur nom. Les pourcentages qu'ils ont fait, qu'ils faisaient. Donc les parents n'aimaient pas qu'on puisse fréquenter des enfants qui sont peut-être moins intelligents que vous. Là, mais aujourd'hui avec l'Internet, avec le développement de la technologie, on peut dire un peu dépassé, oui ou non. Mais au moins les parents doivent être vigilants lorsqu'il y a, à un certain âge, les enfants sont fréquentés par des personnes qui sont aussi respectueuses. Et ça permet aux parents de pouvoir jeter un œil sur la fréquentation des enfants, sur ce qu'ils lisent, sur ce qu'ils voient, parce qu'aujourd'hui, les parents sont la plupart au boulot ou bien dans leurs activités quotidiennes. Les enfants restent tout seuls à la maison. Et il y a des enfants qui ont des télés dans leur propre chambre. Les parents ne sont pas... Moi, je suis un homme, je ne suis pas habitué peut-être au niveau culturel à entrer dans la chambre de ma fille. Et maintenant, quand elle est là avec sa télévision, on ne sait pas quelle chaîne elle voit, et on ne sait pas quel livre il lit. Alors tout ça, ça permet à ce que l'enfant puisse puisse être attiré à faire certaines choses ou à avoir certains comportements par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce qu'il écoute et par rapport à la fréquentation. Bon, avant de revenir à vous pour nous parler maintenant des différents facteurs qui peuvent rendre l'enfant de plus en plus difficile, beaucoup plus les facteurs médicaux, nous allons revenir à M. Alex pour nous dire, est-ce que l'école constitue-t-elle aussi un milieu d'entêtement de l'enfant, alors que c'est censé rééduquer l'enfant, bon, pas rééduquer, mais continuer l'éducation déjà amorcée à la maison. Ces derniers temps, on assiste à un jeu de ping-pong, l'enfant qui va à la maison, mais c'est qui t'apprend comme ça, c'est comme ça que ton enseignant t'apprend. Alors la maîtresse aussi qui réplique, toi c'est comme ça qu'on te rééduque à la maison. Alors on ne sait pas qui doit éduquer, à qui revient la faute, qu'est-ce qu'on victimise, qui est la principale cause de l'inéducation de l'enfant, ou de l'absence d'éducation de l'enfant qui devient de plus en plus difficile. À l'école, on envoie la balle aux parents, ainsi de suite. Et le milieu scolaire, que doit-il faire? Merci bien pour la question. Ça me fait grand plaisir. Mais vrai, tout retombe sur le museau des enseignants, beaucoup plus. Or, c'est le milieu familial qui est la base. Qui est la base. Et imaginez, nous pouvons même rentrer dans le milieu familial avant de parler du milieu scolaire. Dans le milieu familial. Mais parfois, vous retrouverez un enfant qui s'enferme de lui. Il est là, replié, un caractère introverti, que notre Yang a parlé, un caractère introverti, il se replie sur lui-même. Mais cet enfant a déjà 10 ans. Mais quand l'enseignant sonde ce caractère, ça a commencé dans le milieu familial. Et comment? Quand l'enfant était encore petit, 5 ans, 6 ans, le papa, en tout cas, avait une autorité sur lui très excessive là. Toi, si tu oses de parler quand moi je parle, je vais t'arracher la gorge. Ouais. Est-ce que l'enfant, M. Samuel, va-t-il continuer à parler? Et lui, l'enfant s'est dit déjà, quand je parle, on va m'arracher la gorge. Et quand on pose une question, l'enfant reste muet. Il n'en a pas envie. C'est-à-dire, il se dit, mais
je peux encore répondre mal et ma gorge sera arrachée. Et petit à petit, c'est un stimulus et à un certain moment, ça va commencer maintenant à prendre un caractère. Et vous recevez un enfant pareil, introverti, en 4e primaire. Ah, c'est à ce moment-là, l'école en soi, constatant ces comportements difficiles, doit rentrer maintenant chez le parent. Votre enfant est trop mou en classe. Il ne parle même pas. Et qu'est-ce qui est à la base? Alors là, c'est un chapitre, la collaboration entre le milieu familial et le milieu scolaire. Là, l'école doit maintenant recourir là-bas. Mais comme ici, nous sommes en train de déceler en identifiant le comportement d'un enfant difficile. Mais oui, par exemple, les enfants qui passent toute la journée sans être en classe, l'école buissonnière. Il est là, on l'envoie à l'école, mais il manifeste lui-même un refus volontaire d'être en classe. Ah, c'est là où je peux arriver à prendre certains mots que le docteur Pierre a utilisé. Quand il est en train d'errer, docteur, je suppose qu'il doit s'arrêter quelque part pour prendre du moins quelque chose qui doit faire passer son temps. L'alcool à autant de pourcentage. Et voilà comment est-ce que l'école buissonnière, nous pouvons aussi le prendre ou le répertorier parmi les causes, pas parmi les causes comme telles, parmi les quantifiants pour les comportements d'un enfant difficile. L'enfant est en classe. L'enfant est en classe. Des moments demandés par son enseignant, va devant 4 multiplié par 10 font combien? Et l'enfant reste sur place, bras croisés, il regarde son enseignant. Alors, monsieur Alex, dites-nous, vous étiez en train de parler du deuxième milieu qui peut aider l'enfant peut-être à ne pas devenir difficile ou à devenir difficile. C'était le milieu scolaire, l'école. À quel niveau l'école peut rendre l'enfant difficile et ingérable? Oui, bien, merci. L'école ne rend pas l'enfant difficile. L'école ne rend pas le comportement de l'enfant difficile. Non. Or, cet enfant que nous recevons en classe, à l'école, a une base. Là, je disais, enfant qui a un comportement qui se replie en lui-même, que l'auteur Yang appelle introverti. Un comportement introverti. Parfois, ce comportement a commencé dans le milieu familial, où le papa, par son autorité excessive, impose, oui, son autorité excessive, impose à l'enfant, si tu oses de faire ça, je vais t'arracher la gorge. Et par conséquent, l'enfant n'a plus encore de verbe à émettre. Il se tue. Et ce comportement-là, comme c'est depuis un bas âge, 5 ans, 6 ans, et l'enfant peut arriver à faire le transfert de ce comportement à l'école, où son enseignant lui pose la question de résoudre un petit calcul. 4 multiplié par 10 font combien? Et l'enfant reste calme en train de le regarder. À maintes reprises, l'enfant réitère le même comportement là. Ça devient maintenant un sujet
curiosité pour l'enseignant de savoir d'où viennent ces comportements. C'est un comportement que l'enfant fait transfert du milieu familial vers l'école. Or, l'école avait déjà identifié ça. C'est déjà un cas ou un comportement difficile pour cet enfant-là. Et vers l'école aussi, on découvre ce que c'est un comportement difficile. Et ce qui fait que parfois, plus tard, on saura comment parler pour arriver à éradiquer de tels comportements. Des outils d'aide pour que l'enfant soit totalement éducable. D'accord, M. Samir. Docteur, dans le cadre de la gestion d'un enfant difficile, puisque c'est de ça qu'il s'agit, parmi les facteurs, peut-on parler de la spiritualité, l'esprit mystique qui hante l'enfant, quelles que soient les grandes techniques. L'enfant peut naître dans une bonne famille, avec des parents très responsables, bien inspirés au niveau pédagogique, mais il est têtu de naissance. Comment on peut dire, une désobéissance ou un entêtement qu'on qualifierait peut-être d'inné. Alors, dans un tel contexte, face à un tel comportement qu'on pourrait juger d'inéducable, faudra-t-il recourir à la prière? Il faut une force spirituelle particulière que les parents pourront invoquer sur cet enfant, donc invoquer l'aide de Dieu. Oui, toujours pour parachever, sinon je veux parachever l'aspect psychologique qu'a bien développé mon ami et frère Alex. À travers cet aspect psychologique, il y a aussi l'aspect spirituel. Dans l'aspect spirituel, et surtout c'est très courant ici chez nous en Afrique, la famille c'est quelque chose de très sacré. Alors il y a certains aspects, l'aspect par exemple de la malédiction, peut aussi affecter et peut aussi influencer. Une malédiction qui sévit non seulement au niveau de chez les parents, géniteurs, mais qui peut se répercuter, avoir des répercussions au niveau des enfants. Alors on se retrouve avec des enfants qui sont très difficiles à gérer. Il y a aussi certaines pratiques mystico-religieuses. Par exemple, un couple qui est entre guillemets stérile, alors il va voir des féticheurs pour qu'on puisse donner certains talismans pour avoir un enfant. Et parfois, on a remarqué que la plupart des enfants qui naissent dans ces conditions sont vraiment difficiles à gérer. Et là, c'est tout à fait normal qu'on puisse faire comprendre aux parents l'importance et la nécessité d'être suivis par des personnels qui sont vraiment outillés à travers les prières, à travers les prêtres, du moins chez nous les catholiques, à travers les prêtres exorcistes, qui peuvent suivre ces cas-là en collaboration avec les parents pour essayer non seulement d'identifier, mais d'orienter cette famille vers la prière, vers certaines formations ou bien certains suivis au niveau des retraites pour qu'on puisse vraiment trouver solution. Et la solution, c'est vraiment Dieu qui la donne, c'est pas les parents. Ouais. Mais ça aussi, c'est vraiment très important parce que, comme l'a souligné monsieur, il faut toujours identifier la cause. Il faut toujours identifier la cause. Alors si les causes sont lointaines, c'est-à-dire peut-être les parents qui dorlotaient leurs enfants, généralement les enfants aînés sont les plus choyés, les plus gâtés, en fait qu'ils sont les premiers en famille à arriver en famille. C'est récupérable, un comportement difficile causé par la faiblesse peut-être, on dirait, éducative des parents. Oui, c'est pour cela que les parents doivent d'abord être les premiers responsables. Ils doivent identifier d'abord leurs propres problèmes. Dans un couple où les parents sont en train jour et nuit de se chamailler,
de se frapper, de se battre devant les enfants, s'injurier avec des paroles un peu beaucoup plus choquantes, discourtoises. Les enfants entendent ça. Et à la fin, l'enfant a tendance à copier les habitudes, à copier ces paroles-là et les répercuter. Et à la longue, il devient difficile, il commence même à répondre impoliment à son père par rapport à ce qu'il entend. Les disputes des parents doivent être vraiment gérées, bien la communication entre les deux parents doit être vraiment une communication, il doit être vraiment bien gérée, bien orientée pour que les enfants ne puissent pas subir les conséquences. Monsieur Alex, un mot de la fin par rapport à ces chapitres sur la gestion d'un enfant difficile. Oui, merci. Parmi les facteurs, nous pouvons relever aussi, tel que le docteur venait de le dire, les causes psychologiques qui nous amènent au traumatisme chez les enfants et parfois arrivent à rendre leur comportement difficile. Et dans le cadre familial, il y a parfois aussi des traumatismes qui gèrent le couple. Nous pouvons prendre le cas lorsque la femme est enceinte et qu'il n'y a pas un bon climat. Et il arrive des fois, le fœtus qui est à l'intérieur est en train aussi de subir. Il arrive deux fois où la maman possédant le fœtus n'est pas en paix, chaque fois traumatisée par son époux, le fœtus est en train de subir. Vers ou le jour même d'accouchement, cet enfant peut naître avec des lésions à ce niveau-là, où il devient aussi impossible toutes les résistances que sa maman avait, les difficultés qu'elle subissait quand le fœtus était encore dans le ventre, et l'enfant peut arriver à le relever. L'enfant peut arriver à le relever, l'enfant devient difficile dans son comportement pour accepter parfois une remarque, et voilà, ça c'est une cause psychologique. Et donc là, vous invitez les parents à créer un climat détendu en famille pendant la grossesse pour éviter des difficultés consubstantielles, c'est-à-dire liées à la nature ou au fait, on peut parler des congénitales provoquées par un des... Merci beaucoup, oui. Monsieur Alex. Nous finissons avec le docteur un mot de la fin sur l'identification d'un enfant difficile. Il faut l'identifier dans son milieu. Monsieur Alex évoquait les causes lointaines, le climat familial et puis le climat scolaire, le milieu scolaire. Voilà autant de causes ou des facteurs qui peuvent rendre la tâche difficile aux parents quant à l'éducation de leur enfant. Oui, moi je veux m'atteler pour compléter à ce que M. Alex venait de parler. Je veux m'atteler aux facteurs avec les causes qui sont médicales. Dans les facteurs médicaux, nous avons trois périodes. Avant la conception de l'enfant, pendant la conception de cet enfant, c'est-à-dire pendant l'accouchement, et après l'accouchement. Avant l'accouchement, c'est le comportement des couples. Comment ils se comportent? Quand la femme est enceinte, comment le papa agit, comment il traite cette femme pour qu'il ne puisse pas avoir des implications au niveau du fœtus ou bien au niveau de l'enfant qui est en train, qui se prépare à naître. Maintenant, quand l'enfant est en train de naître, quels sont les traumatismes qui peuvent accompagner cette naissance? Ça peut être par exemple la césarienne, ça peut être un enfant qui, pour sortir, a des problèmes, il sort avec des séquelles ça peut être des séquelles qui peuvent être neurologiques, avec des maladies telles que l'épilepsie, ça peut être des séquelles qui peuvent être organiques, avec une atteinte par exemple de l'enfant qui est aveugle, l'enfant qui est sourd-muet, ou bien l'enfant qui a une telle pathologie.
Ça peut être l'atteinte neuropsychologique avec peut-être comme conséquence des dépressions mentales. Et ça peut aussi affecter les parents. Par exemple, une maman, après s'être accouchée, elle est alitée pendant très longtemps et n'arrive pas à être en contact permanent avec son bébé. Ou bien un parent qui vit à la maison avec une maladie chronique, chaque fois il est toujours à l'hôpital, il est absent de la maison. L'enfant, famille n'arrive pas à épouser cette présence des parents à la maison parce qu'ils sont toujours bénéficier de l'affection parentale. Oui, parce que les parents sont non seulement toujours malades, toujours hospitalisés pendant de longues périodes. Et tout ça, ça peut affecter. Et même l'enfant... Il y a absence de dialogue. Il y a absence de dialogue. Donc, les causes médicales peuvent avoir aussi des impacts très néfastes par rapport à cet enfant qui peut alors, dans ce cas, vous demandez aux différentes familles qui ont des enfants difficiles à consulter un accompagnateur psychologique. Oui. Ou un psychologue. Non seulement un psychologue, mais c'est un accompagnement qu'on appelle multidisciplinaire. Merci beaucoup, Dr Pierre et M. Alex, d'être venus décrypter ces livres de Mme Judith Touré, spécialiste en accompagnement au coach, en accompagnement des familles, de l'éducation familiale. Nous étions en train de parler du deuxième chapitre sur la gestion d'un enfant difficile. Elle nous propose quelques outils d'aide pour les parents. Ils étaient en train de nous expliquer. Parmi les moyens, c'est identifier. Alors nous disons merci à tous et à chacun. Nous disons un grand merci à la radio-télévision Umoja. Nous disons un merci aussi à la radio Maria, station de Lubumbashi. Merci, c'était l'émission Un livre, 1000 idées. C'était Samuel Chibouete. À plus. Je te dirai ce que tu